c'est pas mal pour commencer. Donc du coup, ce soir, on va vous présenter 2 sessions. Mais avant de partir sur les sessions, on va faire juste le petit mot de l'organisation. Donc déjà, un merci à nos sponsors, enfin notre sponsor. Cette année, c'est Viséo. La pub pour Viséo. Et un grand merci aussi à ScienceU qui nous accueille maintenant depuis 4 ans. Une petite slide sur Lyon Tech Hub, si vous ne connaissez pas, c'est la slide, c'est la communauté des communautés de Lyon. Donc là j'ai mis comme ça sans regarder les prochains meet-up, donc on voit qu'il y en a assez souvent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur le site et à suivre l'agenda Google. Si vous voulez présenter un sujet, n'hésitez pas. Vous nous contactez, on sera une joie de vous accueillir pour venir ici et présenter ce qui vous fait plaisir et pour pouvoir le partager. Le MUG, c'est une association. Vous pouvez soutenir ce collectif en adhérant. C'est 5 € l'année pour avoir des talks de qualité. C'est un prix dérisoire. Ensuite, on a une licence JetBrains à faire gagner. Donc, c'est un de ces produits-là. Donc, à voir encore les modalités de comment on va faire gagner. Alors, je ne sais pas si ce sera à la question ou au premier qui parlera sur Twitter. À voir. Mais il faut y penser avant la fin de la session, sinon on va se retrouver avec une clé sur les bras et c'est dommage, ça sera gaspillé. Et du coup, je vais maintenant laisser la place au speaker. Donc, on a Rest in Peace GraphQL en premier, du coup. Et après, on enchaînera sur un talk sur l'intelligence artificielle. Super. Bon. Donc, bonjour, je m'appelle Cédric Derue et je suis architecte de solutions au sein de la société Altran et aussi Microsoft MDP Azure. Ce soir, je suis là pour vous parler en fait, de GraphQL. D'où le titre, voilà, on va voir aussi pourquoi c'est une bonne alternative aujourd'hui à REST. On verra en même temps que ça ne veut pas dire que forcément REST va mourir et qu'il va falloir passer tous à ça. C'est aussi quelque chose qui est complémentaire. Et je tenais à vous en parler parce qu'en fait, GraphQL, c'est pas quelque part, voilà, je vais vous rapporter une pièce technologique de plus sur vos applications et puis ça va s'arrêter là. En fait, GraphQL, je pense, et on est nombreux à le penser, ça va vraiment révolutionner en fait la manière dont on fait les API pour justement les applications mobiles, les applications de manière générale. Alors déjà, avant de commencer, qui connaît GraphQL? Qui en avait entendu parler avant de voir ce truc-là affiché là? Une personne, c'est tout? 2, 3? D'accord. Pour les autres, vous allez voir justement ce que c'est, un peu plus en détail. Donc l'objectif, effectivement, c'est de vous introduire quand même les concepts fondamentaux. On n'aura pas le temps de tous les voir parce qu'on n'a que 45 minutes, il faudrait beaucoup plus de temps pour aborder tout ça. Et puis vous verrez justement en quoi c'est puissant, parce que c'est vraiment quelque chose qui, vous allez voir, change beaucoup de choses dans le quotidien lorsqu'on fait les API. Donc on va introduire un certain nombre de problématiques, qui est le problème de chargement des données. On expliquera ce que c'est justement GraphQL, pourquoi, et ensuite on verra bien, les bénéfices apportés, et puis pour finir, on aura un exemple avec .NET et ASP.NET Core. Donc,
moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à regarder il y a déjà un peu plus d'un an. Et c'est vrai qu'au tout début de l'histoire, je lisais des trucs, puis je disais, je comprends pas très bien comment ça fonctionne, tout ça, machin. Et puis c'est à force de venir lire des choses, d'essayer d'implémenter, que j'ai fini par comprendre effectivement ce à quoi ça pouvait bien servir. Alors pour vous l'expliquer après, c'était encore une autre paire de manches, parce que je me suis dit, bon, alors, en 45 minutes, il va falloir essayer de présenter le truc dans les grandes largeurs pour que ça passe. Il faut un petit peu reposer le contexte. Il faut s'imaginer par exemple ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, lorsqu'on faisait des applications web notamment. On a quelque chose d'assez simple, on avait un serveur web qui allait interroger des données qui étaient voilà, piochées avec des services. Et puis tout ça, derrière, ce web serveur, ça nous crachait en fait les données plus de HTML, et c'était du coup rendu dans un browser, donc quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, tout le monde dirait c'est de la merde, on va faire ça. C'était il y a 10-15 ans, c'était comme ça. Et ça suffisait déjà bien. Et puis, ouais, on va dire depuis quelques années, 5 ans si on est large, on a une explosion justement des API REST notamment. Les API, mais REST, j'insiste bien, parce qu'avant il y avait les API SOAP, il y avait d'autres types d'API, qu'on utilise un petit peu moins maintenant justement, on utilise encore hein, pour d'autres raisons, mais surtout du REST aujourd'hui on entend parler partout. Pourquoi? Parce que côté des web apps justement, on va dire traditionnels, on a commencé justement à avoir les applications mobiles natives, donc il y avait d'autres besoins, et puis des applications qu'on dit aujourd'hui single page application. Alors, vous connaissez bien sûr les frameworks Angular, React ou Vue.js qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui pour faire ça. Donc, ces applications-là, pour fonctionner notamment, eh ben, s'appuyer sur des API REST, donc ce sont finalement des terminaisons qu'on expose publiquement ou de manière sécurisée, pour pouvoir justement amener en fait, les données nécessaires pour ces applications. Le problème de cette affaire-là, vous l'avez certainement vous rencontré, hein. Donc là je ne vous parle pas encore de SQL, je vous parle notamment de choses que vous connaissez certainement déjà tous. Le problème de ça, c'est que quand on veut par exemple récupérer, je ne sais pas, les données d'un utilisateur par exemple, on va avoir donc, des API qui vont être exposées en REST pour justement exposer les utilisateurs. Donc une API REST, rappelez-vous, c'est une manière d'isoler les ressources, c'est une ressource par URL. Donc par exemple, pour interroger l'utilisateur, on va avoir /users, et puis en fonction de ce que je mets derrière, par exemple un ID, on va récupérer un user, si je mets rien, on va récupérer tout, enfin voilà, ça dépend de la spécification de votre API. Et puis à un moment donné, on va vouloir par exemple pour cet utilisateur récupérer ses followers, on imagine c'est une application type Twitter ou je ne sais pas quoi. Et bien pour ce faire, justement, on va être obligé de refaire un deuxième appel pour aller récupérer, par exemple, ses followers. Et puis ensuite, on va en refaire un autre encore pour aller récupérer, par exemple, les posts de cet utilisateur, etc., etc. Donc on voit que quand on fait ça, et bien finalement, les API REST, c'est pas la panacée, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours finalement entre le client et le serveur pour aller récupérer l'ensemble des informations qui sont nécessaires donc pour l'affichage, tout simplement. Donc ça, qui a déjà rencontré cette problématique-là de faire des allers-retours comme ça sur le browser, par exemple? Tout le monde, j'imagine. Tous ceux qui font du web ou des applications natives. Voilà. Donc, dans le browser, c'est très parlant, parce que souvent, d'ailleurs, quand il y a beaucoup d'appels, il peut y en avoir énormément. Vous allez avoir des appels qui vont partir comme ça tout azimut, et puis au bout d'un moment, tous les appels excédentaires vont finir par stacker, parce que le navigateur ne va pas pouvoir tout résoudre d'un coup. Donc, vous allez commencer à avoir une dégradation des performances, notamment. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà, les API REST, c'est très bien. Continue de les utiliser. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais il faut reconnaître que voilà, l'isolation, une ressource par URL, du coup, ça oblige de faire théoriquement des appels multiples. Ces appels multiples posent des problèmes de performance. Et puis il y a un dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous avez une API REST, en général, une API REST, par exemple, mon utilisateur de tout à l'heure, je vais revenir dessus. L'API me répond, dit voilà son ID, voilà son nom, voilà son adresse, voilà sa date d'anniversaire par exemple. Donc c'est ce que vous répond l'API. Si par exemple vous avez besoin de plus d'informations sur cet utilisateur-là, mais que l'API n'expose pas, ben vous ne l'avez pas. C'est-à-dire qu'il faut modifier, et il faut ou versionner l'API, il faut redéployer quelque chose pour que ça marche. Donc là, on est sur le cas de l'underfetching, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations finalement par rapport à ce qu'on souhaite avoir. Et puis il y a le cas contraire aussi, qui n'est pas mieux, c'est que par exemple, vous, votre application elle a juste besoin d'afficher par exemple le nom. Voilà. Et bien l'API REST, elle vous balance tout ce qui ne vous intéresse pas. Donc là, on est sur le cas d'overfetching, c'est-à-dire que vous avez trop de données par rapport à votre véritable besoin.
C'est-à-dire qu'avec ça, finalement, vous encombrez votre bande passante avec des données inutiles que votre application n'utilise pas. Donc sur une application, une instance, on se dit, oh, bon, c'est pas très grave. Mais imaginez sur les applications qui sont déployées à des milliers d'instances et qui génèrent par exemple des millions de requêtes par jour, on va voir le cas de Facebook juste après, et ben vous imaginez un peu le dégâts que ça peut causer. On dit que sur notamment les réseaux mobiles, comme c'est le cas ici par exemple, on est parfois sur des réseaux, la bande passante est limitée. Donc ça compte. Alors il y a eu quand même des tentatives pour résoudre ces problèmes d'aller-retour comme ça. Donc il y a eu par exemple, là, ça c'est juste un exemple, il y a eu FQL, puisqu'on va pas mal parler de Facebook dans un instant. FQL, c'est Facebook Query Language, donc c'était une manière pour Facebook de dire par exemple nos API, celle de Facebook, vous pouvez les appeler avec une espèce de langage qui permet, avec une requête absolument immonde qui ressemble finalement à une variante de SQL, avec des jointures multiples notamment, de pouvoir récupérer des données comme ça en amas et puis de pouvoir afficher. Peut-être que ça vous fait penser aussi à OData par exemple. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est très pratique, mais enfin bon, il y a des fois il y a des requêtes, il faut se les palucher. Donc, et puis notre cerveau il n'est pas habitué à fonctionner comme ça. Donc du coup, voilà. Et puis il y a eu des patterns aussi qui ont été créés pour ça. Par exemple, les architectes ont pensé, on a dit, bah, puisqu'en fait il y a un problème de multi-requêtage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une API de niveau supérieur au-dessus de ces API-là, qu'on va appeler en fait un backend for front-end. Et on va dire en fait que ce backend, justement, il va en fait se charger de faire tous les appels nécessaires aux API sous-jacentes. Il va agréger le tout et renvoyer une seule réponse. Donc ça, c'était un moyen justement de s'affranchir des allers-retours, c'est d'avoir une espèce de passerelle au-dessus qui fait le tampon. Le problème de ça, c'est que ça ne règle pas le problème aujourd'hui de se dire, comme j'ai différents appareils, différentes applis, différents besoins, différentes plateformes, différents ceci et cela, ça commençait à amener un autre problème, c'est qu'on était obligé de multiplier les backends for front-end, donc du coup on se retrouvait avec d'autres problèmes, donc c'est pas tout à fait la réponse qu'on attendait. Donc voilà, donc, tout ça c'est pour vous poser le décor. Et puis comme je disais à l'instant, nous, en fait, notre cerveau, enfin, moi en tout cas je ne fonctionne pas comme ça, multijointure, machin, tout ça, je ne raisonne pas comme ça naturellement, il faut que je me force. Nous, quand on a des applications avec des écrans et qu'on doit y afficher des données, eh bien, on pense en fait justement à des objets qui contiennent des propriétés et qui sont liés à d'autres par des relations, c'est tout. Voilà, je pense que chacun saura pourquoi je dis ça. Et ça, justement, c'est la raison pour laquelle, justement, ben, les ingénieurs de Facebook, ça a commencé en 2012. Au début, c'était interne. Ça a été publié en 2015. Comme ils avaient les mêmes problèmes, ils ont fait les mêmes constats. Ils ont commencé à réfléchir à une implémentation de quelque chose, une spécification notamment, qui permettrait de, justement, d'éliminer tous ces problèmes-là. Et puis, donc, du coup, de partir sur quelque chose de nouveau, plus tard, qu'on appellera GraphQL. Alors justement, c'est là que GraphQL arrive. Comme j'ai dit en 2015, donc 2012, Facebook utilise ce qui deviendra GraphQL plus tard, donc déjà depuis quelques années. Ça fait effectivement que 4-5 ans, c'est une techno qui est jeune. Mais en fait, aujourd'hui, quand vous prenez l'application Facebook, même d'autres applications, comme par exemple on en verra tout à l'heure, c'est du GraphQL qui est derrière, déjà. Donc c'est vraiment quelque chose, même si c'est jeune, c'est taillé pour la production. Et c'est utilisé justement par des compagnies très importantes, donc GitHub par exemple, qui a jusqu'alors qui avait trois versions de leur API REST. Donc soit quand on va dans la documentation, on voit API de GitHub V3. Ils ont une V4 maintenant, qui justement est une implémentation en GraphQL de leurs API. Donc ça permet de requêter les repositories de GitHub, les committers, les machins, enfin bref, tout ce qui fait le monde de GitHub, avec une approche GraphQL. Il y a Coursera aussi, qui est une plateforme très connue pour suivre des cours, notamment donnés par des universités qui a ça aussi. Shopify l'utilise, Twitter l'utilise. La liste est beaucoup plus longue que ce que je montre là, mais il y en a, Microsoft l'utilise aussi. Donc beaucoup utilisent ça aujourd'hui. Pour ça, je disais, ça va vraiment petit à petit, nous aussi, rentrer dans nos entreprises, tout ça petit à petit, et ça va vraiment bouleverser pas mal de choses. Alors déjà, qu'est-ce que c'est GraphQL? Eh bien, c'est tout simplement, alors ça peut être trois choses. Ça peut être une spécification déjà, dans un premier temps. C'est quelque chose qui est vraiment ouvert. C'est une spécification sur laquelle justement un certain nombre de gens peuvent collaborer.
Et ça, c'est important parce que ça veut dire que justement, on a quelque chose aujourd'hui qui est fait pour être transparent et du coup, fait pour être adapté aux réels besoins de la vie. C'est pas un truc verrouillé par un éditeur qui vous dit voilà, je vous balance ça et puis ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement ouvert, comme le reste, hein, la technologie est open source. C'est aussi, donc on va le voir, un langage de requête. Voilà. Mais pas n'importe quel langage de requête, puisqu'il n'est pas lié à une technologie, ni à une base de données. C'est pas de SQL, c'est rien de tout ça. Et puis c'est aussi un runtime, puisqu'effectivement, pour pouvoir que ça marche, il faut effectivement de l'autre côté avoir un serveur qui exécute un runtime GraphQL, qui récupère les requêtes, les traite et vous envoie le résultat. Ça va jusque-là? Justement, je disais qu'est-ce que c'est pas. Par contre, il ne faut pas le confondre. Voilà, c'est pas une base de données spécifique. Parce que quand on dit GraphQL, on pourrait penser à des bases de données orientées graphes, des choses comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Le graphe, c'est juste parce qu'on se représente mentalement les choses. J'ai dit objets, propriétés, des relations. C'est ce qui fait le graphe justement entre différents objets. Ce n'est pas une base de données. Donc vous n'êtes pas voilà, sur les technologies NoSQL, c'est rien de tout ça. Et puis c'est pas spécifique d'un langage. On va voir un exemple en .NET ce soir. Vous pouvez en fait aujourd'hui être assuré parce que vous avez des outils pour Node.js, pour du Scala, pour du Python, pour du PHP, pour j'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors après, je ne vous dis pas que les implémentations sont toutes au même niveau. Il y a des choses un peu plus en retard que d'autres. On va dire sur les grands langages utilisés dans l'industrie, il y a en fait tout ce qu'il faut pour en faire. Alors, on va attaquer déjà sur une requête, par exemple. On va y revenir. Alors, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que, par exemple, on veut pouvoir, dans une requête, justement, finalement, spécifier exactement la donnée dont on a besoin pour une IHM, pour un écran. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait l'exemple de l'utilisateur. Il y a pour un utilisateur donné, donc je passe un argument ici, c'est l'ID. Hein, je vais récupérer juste son nom, juste le titre de ses postes. Je ne veux pas le contenu, ni le résumé, ni quoi que ce soit. Et je veux aussi, par exemple, afficher les 3 derniers followers. Juste les 3 derniers, pas plus, pas moins. Et juste le nom de ces followers, pas plus, pas moins. D'accord ? Donc c'est quelque chose de vraiment déclaratif. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment quelque chose qui va permettre au client, application mobile, native, single page application, ce que vous voulez, de spécifier exactement la donnée dont il a besoin. Donc on va dire que c'est un grand changement par rapport aux API REST, parce que les API REST, on a dit, vous appelez l'API vous dit, voilà, c'est ça ma réponse. Si vous avez trop, si vous n'avez pas assez, tant pis pour vous. D'accord ? Donc là, on va pouvoir exactement déjà préciser ce qu'on veut exactement, et puis surtout, on va dire la géométrie de la requête ici. Donc vraiment, ça va être exactement la même chose dans la réponse. C'est-à-dire que vous allez retrouver donc, une espèce de hiérarchie, on va vous donner voilà, l'utilisateur, le nom, les postes avec les titres, les followers avec leur nom. Donc la structure de la requête définit la structure de la réponse. Là aussi, c'est un grand changement parce que sur une API REST, c'est pareil, des fois on vous balance un tas d'informations, on ne sait pas trop comment c'est organisé. Donc, souvent on s'y retrouve, mais sur des API complexes, c'est pas si simple que ça. Donc du coup, avec GraphQL, on va pouvoir justement adresser tous les challenges dont on vient de parler, c'est-à-dire récupérer en fait un ensemble de données. Alors, on va le voir tout à l'heure, qui peuvent d'ailleurs être en fait récupérées à différents endroits. On va voir un cas simple à la fin, c'est qu'effectivement, on peut très bien être dans le cas où j'ai une base de données unique dans laquelle je vais chercher mes informations et j'ai les restituer en sortie. Et là où ça va être très pratique aussi, c'est qu'avec GraphQL, vous allez pouvoir en fait créer une espèce de couche d'abstraction sur l'ensemble de vos systèmes. D'accord ? Ça peut être des API, ça peut être des bases de données, ça peut être des vieux systèmes legacy, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble exactement. En fait, qui va être capable en fait, d'aller chercher les données un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et de vous faire finalement l'agrégation et de vous ressortir l'ensemble. Donc vous, en fait, en tant que développeur, par exemple front, vous n'avez pas à savoir si derrière c'est une API qui va être tapée, si c'est une base de données en direct, si c'est un file system, par exemple, vous en foutez. Vous, on vous donne ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est un schéma, donc un schéma GraphQL qui spécifie l'ensemble des objets et des relations qu'il y a de disponibles, et vous faites vos requêtes sur la base de ce schéma-là, uniquement. Ça, on l'a vu, c'est une autre requête. Alors, les concepts principaux, il y en a un certain nombre, mais
On va surtout donc s'attarder sur cela, en particulier les deux premiers, parce que pour les deux derniers, il faudra revenir me voir pour ceux qui veulent, on n'aura pas le temps de tous les voir. Donc il y a déjà ce qu'on appelle effectivement le schéma. C'est vraiment ce que je disais, c'est spécifier tous les types, les relations qui constituent donc le modèle voilà, GraphQL sur lequel on veut s'appuyer. Et puis on va voir justement les fameuses queries, donc c'est vraiment le plus important, qui permettent de lire de la donnée. Alors après, sachez qu'à côté de ça, effectivement, lire de la donnée, c'est une chose, mais on a aussi besoin d'écrire de la donnée. Et pour ça, il y a aussi ce qu'on appelle les mutations, qui sont du coup une spécification de GraphQL qui permet en fait de faire de l'écriture. Donc du coup, voilà, c'est pas parce qu'on est GraphQL qu'on fait que de la lecture, on fait aussi de l'écriture. Et puis aussi, on fait du real-time. Donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, avec les subscriptions, on peut aussi créer par exemple facilement des applications de chat ou des trucs qui permettent de réagir en temps réel des événements. Donc on a finalement une technologie en plus qui a un peu de couverture en termes de features, qui est quand même assez important, qui permet donc de faire pas mal de choses. Alors le schéma c'est simple, hein. Le schéma c'est basé sur un système typé dans lequel justement on va écrire quels sont finalement les objets de mon domaine. Donc d'ailleurs c'est une très bonne, pour les gens qui sont adeptes du DDD, du Domain Driven Design, justement c'est un peu le lien qui manquait, c'est-à-dire qu'on peut exactement modéliser dans le schéma GraphQL finalement les objets du domaine et les liens qui existent entre eux. Donc, par exemple ici j'ai un type simple, c'est une personne, définie par son nom et son âge. Donc vous avez un point d'exclamation ici, ça veut dire que la donnée n'est pas nullable, il faut absolument l'avoir. Du coup voilà, c'est simple, et puis après si vous voulez rajouter d'autres propriétés, vous le faites. Et ça veut dire que donc, quand on va s'appuyer sur ce schéma-là pour créer donc, un serveur, une API GraphQL, bien sûr les données disponibles, ce sera celle-là et pas celle qui ne sont pas dans le schéma. Forcément. Pour les relations, je vous disais, c'est simple là aussi. Par exemple, on peut définir un post voilà, avec un titre obligatoire, et puis on peut faire une relation sur l'auteur, donc quel type personne, pareil obligatoire, on peut avoir une exclamation ici. Et sur le type personne, justement, on peut rajouter l'attribut, je ne sais pas si vous voyez de là, oui, l'attribut, par exemple, le champ post, qui est en fait un tableau de poste, mais aussi obligatoire. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est la base, vous écrivez en fait un ensemble de types comme ça qui définissent vos objets. Et puis vous avez des types spéciaux, par exemple les queries. La query GraphQL, c'est un type spécial. C'est un type qu'on va lui aussi écrire dans le schéma. Et par exemple, quand vous voulez spécifier, par exemple, je dois récupérer toutes les personnes donc, de mon API GraphQL, vous allez créer une query qui va s'appeler dans le schéma AllPerson. Et quand vous allez exécuter cette requête, vous allez tout simplement mettre. Alors, ça ressemble un peu à du JSON, mais ça n'en est pas. Vous voyez pourquoi? Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de double quote, il n'y a rien. Il n'y a pas de clé valeur, donc ce n'est pas du JSON, mais ça ressemble de moins. Si je peux récupérer donc, toutes les personnes de mon système, par exemple, le nom, leur âge, et ça va me répondre. Voilà, toutes les personnes, finalement, il y en a 3, c'est un tableau. Et à chaque fois, j'ai le nom et l'âge de spécifier. Si j'avais, par exemple, enlevé ça, l'API m'aurait répondu juste avec ça, il m'aurait retiré tous ces attributs-là. D'accord? Et si donc le type personne définissait des attributs supplémentaires, bien sûr, tous ces attributs-là, vous pouvez les demander. C'est vraiment au besoin, selon votre application, votre IHM, comment elle se présente, sous quelle forme, vous spécifiez exactement ce que vous voulez faire. On peut bien sûr rajouter des arguments. Donc, par exemple, ici, je veux toutes les personnes. Non, pas toutes, les deux dernières. Donc, par exemple, les deux dernières de la liste tout à l'heure, et je veux simplement leur nom, pas leur âge. Donc, vous mettez la même requête avec un argument, vous dites seulement le nom de cette personne, et le serveur vous répond, voici ces deux dernières personnes, il y a Sarah et Alice, qui sont donc, les deux dernières personnes que je recherche. Oui. Mais là, du coup, c'est la même requête que vous avez modifiée ou c'est la requête que vous consommez, vous mettez une personne et vous dites que vous voulez que les deux dernières? Non, c'est la même requête dans laquelle justement on spécifie un argument qu'on peut mettre ou ne pas mettre, finalement. Parce qu'en fait, il y a, bien sûr, c'est important pour vous, on peut faire effectivement prendre que quelques éléments d'un ensemble de données, on peut faire de l'order by, on peut faire du filtrage, on peut faire tout plein de choses comme ça. Donc ça, bien sûr, c'est repris parce que s'il n'y avait pas ça alors que les autres trucs le font, on dit, oh, c'est bien, on a gagné sur un côté, mais on a régressé sur le reste. Et bien sûr, tous ces attributs-là, enfin tous ces petits mécanismes-là, vous pouvez les mettre en place, il faut les spécifier. Voilà.
Alors, quand on remonte des données en fait d'un serveur GraphQL, d'une API GraphQL, en fait, vous avez vu, voilà, chaque type il est défini par un certain nombre de champs, le nom, l'âge, les postes, les machins, tout ça. Chaque champ, en fait, il est résolu par ce qu'on appelle des résolveurs GraphQL. Et tout simplement, il faut imaginer qu'à chaque champ est associée une petite fonction. Enfin, des fois, ce n'est pas une vraie fonction, c'est juste on map la donnée, par exemple, issue de la base avec l'attribut du type, tout simplement. Par contre, des fois, quand c'est des champs qui sont un peu plus difficiles à résoudre, justement, par exemple, imaginons qu'on va aller chercher des données qui sont dans un autre système, qui sont par exemple, dans une autre base ou exposées via une autre API. En fait, justement, on peut écrire une fonction qui va dire, voilà, ces informations-là dont j'ai besoin pour mon affichage, tu vas aller me les chercher dans un autre système qui est, voilà, truc muche, machin, telle chaîne de connexion, etc. Donc c'est là où on voit la puissance de la chose, c'est que comme on résout chaque champ séparément, et bien, nous, de l'autre côté, on voit effectivement une réponse unique, mais derrière, il peut y avoir 3-4 systèmes qui sont interrogés simultanément pour pouvoir faire ça. Alors, un des plus beaux exemples qu'on peut donner aujourd'hui, c'est tous les gens qui font des microservices. Voilà, aujourd'hui, beaucoup d'applications de plus en plus vont vers ça, exitent les monolithes et maintenant on fait des microservices. Et bien justement, les microservices, souvent, ils ont leur propre base de données, parce que pour telle raison, c'est mieux dans un système de stockage relationnel. Un autre microservice va préférer stocker dans du SQL, etc. Il y a des caches aussi qu'on peut vouloir solliciter à un moment donné, donc encore un autre type de microservice. Et bien, finalement, on peut justement, avec GraphQL, de manière transparente, à travers ces microservices qui finalement, unitairement, ils exposent du reste, justement, généralement. Et justement, chaque petite API reste comme ça, on peut aller les solliciter à travers GraphQL pour finalement voilà, sortir la donnée dont on a besoin. Donc là, ce que je vous propose, c'est juste de vous montrer voilà, un exemple fait en ASP.NET Core. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de librairies qui sont disponibles aujourd'hui pour faire du GraphQL, pas tout au même niveau. D'ailleurs, pour vous dire franchement, ASP.NET Core, c'est pas forcément ma préférée, elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Aujourd'hui, la plupart des bibliothèques qui sont bien avancées sont quand même écrites en Node.js. Enfin, sachez-le, parce que je trouve beaucoup plus simple. Ça va demander un peu plus d'effort. On va partir sur une petite API Star Wars. C'est les nouveaux Hello World, maintenant se font avec ça. Voilà, donc là on est dessus. Donc j'ai une application. Alors c'est du basique hein, pour le reste. Hein, donc c'est une application avec Entity Framework Core. Donc Entity Framework Core il est mappé sur une base SQL qui est de Azure. Puisque là je ne vais pas vous faire ça, vous connaissez déjà certainement tous. Voilà. L'idée par contre c'est comment j'expose ces données-là justement sous forme d'API GraphQL. Donc pour ça on a des packages nuggets qui sont donc installés dans l'application. Donc ici vous arrivez à voir de là ou pas? Ouais. Donc on a des dépendances, donc les nuggets, voilà par exemple il y a GraphQL ici, hein. Voilà. C'est un package nugget. J'en ai pas 36 000 à installer, j'installe celui-là et ça y est, je peux commencer à faire un serveur GraphQL. Et puis avec ça, du coup, on va pouvoir développer un certain nombre de classes qui vont justement permettre d'implémenter un schéma, des queries, des types, puisqu'il faut bien avoir des types de quelque chose. Voilà. Donc on va commencer par ces fameux types, parce que c'est un peu la base quand même. Donc par exemple, un type, ça va être un humain ou un droïde. Alors, on va prendre le type humain. Voilà, il est là. Donc on va avoir quelque chose qui va hériter de l'objet GraphType. Donc ça, c'est des types qui sont apportés par justement le package Nugget GraphQL. Et puis lui, voilà. Donc, après, c'est un peu dans l'étude de la syntaxe, il faut s'y faire. Grosso modo, on définit justement chaque champ. Donc mon humain, mon type GraphQL humain, il y a un ID, il y a un nom. Il y a des amis, il n'est pas tout seul, et puis ces amis, justement, on est capable de résoudre ça sur, par exemple, ici, j'interroge une classe repository qui permet de récupérer tous les amis de cet humain ou d'un droïde, ce que vous voulez. On peut avoir des autres types comme des énumérations, donc ça c'est pareil, c'est un autre type GraphQL. GraphQL définit effectivement les types de base, après les énumérations, les interfaces aussi qu'on peut définir en GraphQL, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut définir dans un schéma. Donc là, c'est un exemple d'énumération. Donc là, on a énuméré 3 épisodes, le 4, le 5, le 6. Voilà, donc il m'en manque, c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle justement les queries. Donc les queries sont là. On va prendre un ici. Voilà. Les queries sont là. Donc par exemple, il y a une première query qui permet de récupérer n'importe quel héros, donc humain ou droïde.
en fonction justement d'un épisode qu'on spécifie. Donc, voilà. Et puis on peut par exemple récupérer tous les humains ici, c'est une autre query. Voilà, donc à chaque fois c'est des champs. Et puis on peut récupérer eh bien, un humain en particulier ou tous les droïdes ou un droïde en particulier. Donc après c'est vous qui spécifiez exactement quelles sont les requêtes que vous voulez rendre disponibles pour exposer l'ensemble de vos informations. Mais, alors, on est d'accord, ça c'est du côté serveur. C'est côté serveur. Voilà. Ce qui fait que c'est rigide, parce que si tu veux un truc de plus qui n'est pas défini dans tes queries, tu vas pas. C'est ça? Alors par contre, ce qu'on fait quand même, c'est que quand on fait ces requêtes-là, on expose quand même les objets à haut niveau. Par exemple, quand je dis tous les droïdes ou tous les humains, ça me ressort l'ensemble de tout ce qu'il y a comme droïde et comme humain. Donc après, on peut quand même faire pas mal de choses. Ça veut dire que je peux lancer des requêtes sur ce système qui ne s'appelle pas all droid, etc. J'ai le droit d'interroger le truc comme je veux. Non, ça c'est la définition du schéma en fait. Le schéma. Voilà. Après, quand on a all droid, on peut parcourir justement, ça fait un peu comme une racine, un point d'entrée. Et après, par les liens, justement, on peut parcourir là où on veut exactement chercher les données. Donc, c'est pas. En plus, on peut après, effectivement, manquer de certaines requêtes, on peut devoir les rajouter. Ça, c'est possible. Notamment pour les écritures. Pas pour les lectures, parce que les lectures, une fois qu'on a les objets de haut niveau, on peut se balader n'importe où. Donc, c'est très peu probable qu'il y ait besoin de toucher à ça. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que moi, c'est pas ce que je n'aime pas dans ce truc-là, c'est qu'il faut les écrire. Celle-ci déjà. Et par exemple, il y a aujourd'hui des backends de services qui sont publiés sur le web, comme GraphQL ou Scaffold par exemple, qui sont très pratiques parce qu'en fait, vous leur définissez simplement le schéma, et eux déjà automatiquement, ils vous génèrent tout un tas de requêtes qui sont déjà prêtes à l'emploi. Ça fait gagner un temps énorme. Là, effectivement, s'il faut écrire toutes celles quelque part qui correspondraient à une CRUD, de la lecture, avec justement des filtres, des tris, des machins, de l'update, de la création, de la suppression, forcément, ça prend un peu de temps à le réimplémenter. Voilà. Ailleurs, on le fait aussi, mais disons que sur le coup, là, ça c'est vrai que pour l'implémentation, il n'y a pas grand-chose par rapport au fait de faire du reste, que vous voulez tout écrire. Donc pour l'instant, on n'a pas ce niveau de commodité. Ce qui serait intéressant, c'est que plus tard, il y a une espèce de générateur automatique, justement, qui font du scaffolding et qui génèrent tout un tas de choses déjà pour nous. Bon, sur notre tête, on n'y est pas encore. Encore une fois, sur la partie Node.js, c'est un peu plus à portée de main, mais là, il faut tout écrire. Donc voilà par exemple, et puis ensuite un schéma. Donc voilà, finalement, c'est le résumé un peu de tout ça. Un schéma va intégrer l'ensemble des queries qui sont définies dans ma classe de query. Et si je fais de l'écriture, l'ensemble des mutations, donc c'est notre classe, Star Wars Mutation, qui contient en fait l'ensemble des requêtes, justement, par exemple, pour créer un droïde, modifier un droïde, créer un humain, modifier un humain, peu importe ce que vous voulez. Donc voilà, et puis on pourrait avoir ajouté un troisième membre ici, ce sont justement les subscriptions. Si vous avez les notions de temps réel à gérer dans votre application, vous avez une classe qui définit quelles sont les subscriptions de votre API GraphQL. Et après, il suffit simplement de les référencer dans le schéma. Donc ensuite, on est capable d'exécuter cette application. Là, quelque part par là. Toujours là. Alors, ce qui est assez pratique aussi, c'est pour tester vos requêtes, vous avez aujourd'hui des IDE. Ils sont light, mais ils ont le mérite d'exister, et ils marchent surtout. Des IDE qui permettent justement de faciliter le test de vos requêtes. Donc ça va permettre comme ça de regarder si ça se comporte comme on veut. Voilà. Et puis après, il y a d'autres outils éventuellement externes qui font ça aussi. On peut leur donner un endpoint, et puis c'est pareil, on peut requêter dessus et vérifier les résultats. Là, c'est directement intégré, donc ça, il ne faut pas le mettre en production, c'est vraiment en mode dev. Vous avez un petit IDE qui est intégré à l'application. C'est ça. Alors, aussi, il y a peut-être autre chose qu'il faut que je vous dise aussi, quand même important. C'est que quand on fait du GraphQL, en fait, donc, là on le voit ici, hein, et bien, toute votre API finalement, elle est sur un seul endpoint / GraphQL. Bon, ça peut être autre chose d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que vous avez un endpoint unique. Donc c'est plus comme avec REST, vous avez plusieurs endpoints, puisque vous avez plusieurs ressources, donc c'est plusieurs endpoints. Vous avez un endpoint unique, pas un plus. Donc, ça se traduit nécessairement par un constat, c'est celui-ci, c'est que sur les contrôleurs .NET, c'est pour voilà, si on fait du Symfony, ça va être la même histoire. Vous avez donc un seul contrôleur. Simplement. Au moins, on aura gagné ça. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est de regarder la documentation. Donc quand vous faites la publication d'une API GraphQL,
avec cet engin-là, par exemple, notamment, vous êtes capable de générer automatiquement la documentation, comme le ferait un Swagger finalement. Sauf que là, c'est intégré. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est pareil, on a toujours une documentation qui correspond exactement à ce que l'API fait. Il n'y a pas de décalage entre ce qui est implémenté et ce que vous croyez que ça fait et que ça ne fait pas en fait. Donc ici, on va retrouver justement, par exemple, ici les requêtes. Donc les requêtes, on le voit, récupérer un héros en particulier, récupérer tous les humains, récupérer un humain. Donc, encore une fois, toute la liste n'est pas là. Il faudrait beaucoup plus que ça pour explorer tout le modèle. Donc ça permet déjà de savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'API, ce que ça retourne comme type. Par exemple, un caractère, un personnage, voilà, c'est défini par. C'est le schéma que je suis en train d'explorer. C'est le schéma que je suis en train d'explorer. Un ID, un nom, des amis, dans quels épisodes pardon, ça apparaît. Voilà. Donc vous avez quelque chose quand même qui est suffisamment clair pour comprendre comment ça se requête et comment les données sont exposées. Dans le cas par exemple, d'un petit GraphQL de quelqu'un d'autre, et puis récupérer le schéma entier, c'est une méthode particulière ou pas? Alors, il peut y avoir des mécanismes d'export, ouais. C'est possible d'interroger, en fait, il y a de l'introspection, en fait, donc on peut, on pourrait même le voir là normalement, on peut directement sur une requête dire donne-moi le schéma, et il va vous dire voilà l'ensemble des types, des queries, des mutations qui sont disponibles. Voilà. Alors ici, si on veut s'amuser un peu, à remonter. Alors, pareil, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a de l'autocomplétion. Ça, c'est pas mal, ça permet de vous guider, justement, pour... voilà, quand vous ne savez pas trop ce que vous voulez chercher, machin, il y a quand même un petit peu d'aide. Par exemple, ici, ce que je disais à l'instant, si on fait cette requête-là, il faut que j'arrive à la balancer, celle-là. Non, c'est schéma, pardon. Alors, est-ce qu'il va me prendre... C'est juste le schéma. Je vais essayer de la lancer. Hein. Je sais pas. Par exemple, je veux par exemple tous les types. Ça va être long parce qu'il y en a pas mal à écrire. Pas très grave. Normalement, c'est possible. On peut introspecter tout ça. On va repartir sur nos requêtes. Par exemple, ici, je vais ressortir tous les humains qui sont dans ma base de données. Et puis, je vais simplement demander le nom. On l'a vu tout à l'heure, on l'écrit tout simplement comme ça. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est bien moi, mon client, je spécifie les données dont j'ai besoin. D'accord ? De l'autre côté, il y a une requête qui permet effectivement de sortir un certain nombre de données de manière exhaustive. Mais moi, le client, quand j'interroge le système, je dis je ne veux que c'est ça. Vous voyez, on va, il faut que je remonte un peu. C'est un peu juste. On va enlever Prettify, voilà, comme ça, ça va. Donc voilà. Donc ici, je veux que le nom des humains qui sont dans la base. Si on exécute ça. Ah oui, mais c'est connecté à Azure. Peut-être que je chope un peu de réseau quand même. Hop. On va essayer de sortir ça quand même. Allez, hop, on prend celui-là. Voilà, c'est normalement ça a compté, le vite. Je vais relancer. Parce que mon réseau n'est pas bon. Ah oui, je vais avoir un autre souci. Il y a un pare-feu Azure sur le réseau de SQL. Si j'ai pas mon IP, ça va pas le faire. Je vais essayer de le débloquer. Peut-être un VPN. Non, je vais voir si normalement je vais récupérer l'IP que j'ai parce que si on n'a pas tout ça, ça marche pas. Alors,
c'est pas de la 4G. Hein. Vous avez une bonne connexion Wi-Fi sur le réseau de. Question dessus. Ouais. La question c'est est-ce que connaître la clé Wi-Fi. Hein? Faut connaître la. Ah, tu n'as pas la clé? Non, je l'ai pas. Parce que là, ça rame de chez rame quand même. Je vais donner pour avoir un peu plus. Personne n'a la clé Wi-Fi? On peut partager un téléphone avec si on va te dire qu'on est fait. 700 €, ça capte, ça prend la pièce. Ah ouais, c'est d'abord? C'est pour les camps. Je peux mettre mon téléphone. Vous avez des questions pour moi, balancez-les, comme ça sera fait. C'est possible de spécifier des valeurs qu'on n'a pas besoin. Par exemple, on ne veut pas que ça affiche le nom de la personne. Mais quand les gens la consomment, est-ce que c'est possible de dire, même quand ils font les humains, même sinon mais humain, de spécifier à l'intérieur humain, pour ne pas que. Ton serveur il expose l'ensemble de ce qu'il est possible d'exposer. Après, toi, le client, justement, tu décides de ce que tu veux prendre ou pas. Mais du côté serveur, on peut pas. Là, les éléments de la public, il y a des valeurs et des informations qui ne sont pas forcément Tout à l'heure, tu as montré une liste de requêtes qui sont donc exposées. Il y a un ID humain. Oui. Ça veut dire que moi, si je veux interroger le système en mettant le nom de la personne, je ne peux pas. Si, il suffit de spécifier une requête, par exemple. Si la requête n'existe pas dans le. Ah non, non, on est ça d'accord. on ne peut pas. Donc, je définis quand même que le point d'entrée, c'est forcément mon ID, et je ne peux pas l'interroger de façon libre sur autre chose. Les arguments, il faut les définir. D'accord. Ah, ça a bougé un peu là. Bon. Alors. Hop, peut-être y arriver. Ah ouais, c'est nul. C'est pas rapide finalement. Alors, on est sur le serveur. On est sur le pare-feu. Alors, j'ai l'IP 80-215. Alors, bug. Voilà. On va pouvoir passer avec ça. On va refaire une tentative. Voilà, ça marche. Dur, hein. Et là, du coup, tu as demandé que le nom, mais est-ce que derrière, en base, il a recruté aussi l'ID, par exemple? Est-ce que tu arrives à traduire un requête virtuelle qui requête en base uniquement le nom? Alors là, en base, comme c'est l'Entity Framework, il faudra modifier effectivement le comportement, mais l'Entity Framework, il va prendre tout, et puis il y a simplement le mapping qui se fait uniquement en laissant passer le nom. Parce qu'il y a un mapping entre ce que retourne l'Entity Framework et justement le schéma, enfin, les types GraphQL. Et c'est comme ça que ça marche. Après, effectivement, pour les optimisations, ça serait intéressant aussi de ne pas, effectivement, pas trop charger la base de données. Il y a des clients qui disent de base de données qui sont bien avec la pour faire des requêtes. Ouais, il y en a. Alors, il faut les regarder un par un et puis voir ceux qui sont vraiment bien et ceux qui le sont un peu moins. Bon, là, moi, ce qu'on est sûr, c'est qu'on a un petit framework qui marche. Ça, c'est déjà pas mal. Petit Parce que framework. là, on n'a pas le choix, c'est Entity Framework qui fait l'accès. Oui, parce que j'ai pris un truc classique utilisé par exemple qui font. Tu peux prendre ce que tu veux en fait. On peut prendre Il y a une fonction de résolution. D'accord. Après, j'ai un repository pareil qui D'accord. masque l'implémentation de framework. Si vous voulez prendre un autre provider, ADO.net ou machin, ça c'est libre à vous. Pas de souci. Et là, c'est pareil, je vais mapper sur du SQL Database. Vous avez compris, si vous voulez mettre un MongoDB derrière, un cache Redis pour justement chercher une donnée en particulier, il faut vraiment se dire, on peut mettre absolument n'importe quoi derrière, peu importe. Vous, de toute façon, ce que vous voyez, c'est un icône GraphQL et vous ne savez pas d'où la donnée vient finalement. Alors, ce qu'on peut. Oui. Si par exemple on a un mapping qui est énorme, un schéma qui est vraiment énorme, et je veux, est-ce qu'il y a une requête en fait qui permet de dire, ben, je n'indique pas en paramètre
tous les champs que je veux, mais je les veux tous, quoi. Ah oui, c'est une bonne question ça. Je ne sais pas ça s'il y a un espèce de, comment dire, de raccourci, un haut machin, je ne sais pas. Faudrait... Une bonne question, il faudra regarder ça. Il se passe quoi si on exécute le mouvement name? Alors si on enlève le name, voilà ce qui se passe. Déjà il y a un petit truc qui est moyen. De toute façon, vous pouvez le lancer, vous dites qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que toutes les syntaxes sont vérifiées là tout de suite dans l'outil. Et de toute façon, tous les humains avec rien derrière, c'est quoi l'intérêt? Donc quand ils vous disent tout de suite, c'est pas voilà, c'est que non, il n'y a rien. Donc après, on peut effectivement donc, continuer. Donc on prend le nom, l'ID, le nom. On peut aller récupérer les amis de cet humain. Dans les amis, c'est pareil, il faut spécifier. Si on met ami, il n'y a rien, la requête n'est pas validée. Donc on va dire dans les attributs des amis. Par exemple, là aussi, bah, dans la liste, ça ne m'intéresse pas. Je veux le nom, par exemple. À la limite, ça a du sens. Le but de ce truc-là étant de ne pas tout retourner. Voilà. Si on laisse le développeur commencer à mettre rôle. Ouais, parce qu'en fait, en plus, une IHM qui va tout consommer, il y a quand même peu de chances que ça arrive, justement. C'est ce qu'on veut éviter. Mais il y a des échelles complexes qui peuvent, effectivement, de temps en temps, faire remonter pas mal de trucs. Par exemple, dans le cas de la sauvegarde, si sur l'application mobile, on veut les données en ligne, on enregistre tout d'un coup. Ça, on vérifiera, c'est intéressant comme question. On peut regarder aussi où apparaissent ces amis-là dans les épisodes. Voilà, c'est les zones de requête. Je vais les exécuter comme ça. C'est bon, je suis toujours sous la fenêtre. Voilà, ça marche. Donc, le Skywalker a Han Solo comme ami. A priori, ça a l'air d'être bon. Il apparaît dans tous les épisodes, en tout cas ceux qui sont chaînés dans la base de données. Donc, voilà, donc, on voit bien là, ici, la différence entre les toutes premières requêtes très simples qu'on a faites et puis des requêtes un peu plus complètes comme ça. Donc, on voit voilà, qu'on peut vraiment partir d'un objet un petit peu qui est au sommet du modèle, ou plusieurs objets qui sont au sommet du modèle, et ensuite par des liens comme ça, on navigue finalement dans le graphe, et on peut vraiment aller rechercher les informations, là, on va dire soit de premier niveau comme celle-ci, et puis après on peut vraiment aller en profondeur. On peut imaginer que ces amis-là, après, ils ont d'autres objets qui sont inclus à l'intérieur, soit par les relations et par le graphe, et puis on peut comme ça descendre, et puis voilà. Oui. Là, derrière, c'est une seule requête. Maintenant, les données. Alors, c'est une seule requête qui est envoyée par le client. Après, de l'autre côté, le serveur. Si par exemple, ça dépend comment vos systèmes sont organisés, pour faire ça, il peut très bien interroger un système, comme c'est le cas là tout de suite. J'ai qu'une seule base. Par contre, si l'information est potentiellement dispatchée dans plusieurs services, qui du coup donc, backup les données dans plusieurs bases, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs requêtes sur différents services. D'accord. Et comment elle va se composer la deuxième requête? Pour requête tous Et justement, les amis qui ont tel ID. Ouais. Alors, On lui passe une liste d'ID. justement, on va éviter de faire un truc, j'ai une liste d'ID, puis après je vais aller faire, même si c'est côté serveur, une requête par... parce que ça, du coup, c'est des mauvaises pratiques. Parce que finalement, c'est pas magique, hein, si on écrit des trucs un peu bizarres, les performances, elles vont aussi s'écrouler. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est que la fonction de résolution qui va être écrite derrière, elle va prendre une liste, la liste d'ID qu'elle aura récupérée, elle va le passer, par exemple, à une API REST, qui va du coup, elle, récupérer d'un seul coup tous les amis where les ID sont tant. Quoi. Et ça, c'est le mécanisme de GraphQL qui permet de le faire. Ça, c'est le mécanisme de GraphQL, c'est comment vous avez écrit votre fonction de résolution pour aller chercher les différents amis en fonction des ID que je connais. Donc ça, après, c'est comment on l'a écrit nous. Mais effectivement, tout peut être résolu d'une certaine manière, mais à vous de trouver la bonne manière, la meilleure manière pour effectivement que ce ne soit pas une dégradation des performances à la fin. Ça résout un problème client-serveur, pas serveur. Ah oui, sur le serveur, si on fait n'importe quoi, c'est clair. Il va y avoir un temps de latence, et sur le serveur, il faut aller faire pareil, des allers-retours. Minimal, l'intégrité. Si j'ai un nœud qui mappe la personne numéro 123 Ouais. et un autre nœud qui mappe la personne numéro 123, est-ce qu'il va que lui-même, parce qu'il sait que c'est la même personne, la requête qu'une fois, ou est-ce qu'il va être bête et méchant et il y a deux endroits du graphe où apparaît la personne 123 et la requête deux fois. Non, il sait, de toute façon, vous pouvez mettre des contraintes sur vos graphes. Il sait identifier l'unicité d'un. Ouais. De toute façon, ça, c'est des détails d'implémentation. Enfin, parce que c'est pas dans le périmètre de la présentation de ce soir, savoir comment on va résoudre telle ou telle entité. C'est pour ça, voilà. C'est le langage, les schémas, un début de mise en œuvre, mais au fond, le détail, ça ne me paraît pas intéressant ce soir.
Dans le détail, il faudra effectivement peut-être refaire d'autres sessions plus focusées là-dessus, qui prennent des fois pour organiser peut-être une journée, un truc, un atelier, machin. Effectivement, il y a beaucoup de choses derrière. Donc là, on a vu la partie émergée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe, un schéma? Enfin, déjà, d'où ça vient tout ça? Parce qu'effectivement, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Il y a une histoire derrière ça. Cette histoire, Facebook donc l'a connue, mais nous aussi, on la connaît aujourd'hui. Il n'y a personne qui va me dire aujourd'hui, non, moi, les API REST, en taper 15 comme ça dans le browser, ça ne me pose pas de problème. Moi, ça fait vraiment que ça me pose un problème. Donc après, on réfléchit effectivement à mettre des passerelles, un petit peu de trucs qui bricolent, qui agrègent, qui consolident tout ça à l'ensemble. Ça, c'est pareil, on l'a tous fait. On met des façades, quoi. On va dire, on met une façade. Donc aujourd'hui, on a une vraie technologie pour implémenter justement des façades vraiment pertinentes qui permettent justement de faire de l'agrégation d'un ensemble de données potentiellement issues, stockées dans différents types de services, mais surtout avec une autre vertu, c'est de pouvoir ensuite spécifier réellement la donnée dont on a besoin et rien de plus et rien de moins. Donc ça résout d'un coup énormément de problématiques liées notamment aux API REST. Et donc c'est ça aussi le message que nous faire passer. Après, taille d'implémentation, on peut aller loin. On pourrait fabriquer une application microservice, aller brasser tout ça. On est parti pour la ligne. Donc, au final, on peut rapidement en fait, implémenter GraphQL sur un serveur. Ouais. Derrière, on relie tout. Comme ça, on a un langage qui est uniforme pour le niveau client. Et ensuite, derrière, on peut s'améliorer au fur et à mesure, améliorer la performance. Et alors, ce qui est bien avec les. Encore une fois, .NET, c'est pas mon préféré, mais par exemple, avec les outils Node.js, qui encore une fois sont les plus avancés pour faire ça aujourd'hui, en fait, quand on a défini le schéma, donc ce que j'ai dit, hein, des types comme ça notés avec le nom des types et les attributs, enfin les champs qu'il contient, on peut à partir de ce schéma-là, en fait, par exemple, générer avec des outils des mocks, ce qui permet en fait souvent aux développeurs de front-end déjà d'utiliser le schéma comme spécification des données qui sont disponibles, et des requêtes et tout ce que vous voulez bien. Il génère un mock, il développe ses IHM, et du coup il est totalement autonome. On s'en fout, il n'a pas besoin d'appeler l'équipe développement, oui, il faut que tu me développes tel service, tel API, tel machin, ou API ou pas, d'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'il y aura derrière, il s'en fout complètement. Lui, c'est le schéma qui fait l'abstraction entre les back-ends sous-jacents et ce qui va être exposé en public pour lui. Et après, c'est même très malin ce truc-là, parce que justement, on parlait de microservices tout à l'heure, on peut très bien mettre une couche GraphQL sur finalement un monolithe qui expose des API, donc un gros machin qui expose plein d'API avec des versions, des trucs dans tous les sens. Puis petit à petit, vous pouvez casser ce monolithe en microservices, sans que finalement, pour l'utilisateur derrière, ça change la spécification du schéma. Le schéma, c'est un reflet du monde réel. Donc lui, il ne va pas changer parce qu'on est en train de casser le monolithe en petites briques. Pas de raison. Donc ça permet comme ça vraiment de masquer cette complexité. Lui, on ne va pas lui dire demain, ah en fait, l'autre jour tu as appelé l'API comme ça, c'était telle spécification, tel machin, on a enlevé des trucs, on en a rajouté, donc ça va faire des régressions sur ton code, patati patata. Il s'en fout. Lui, il voit le GraphQL, la spécification c'est ça. Tant qu'elle ne bouge pas, en fait, ces applications, elles continuent à tourner. Okay. Je crois que j'ai quasiment fait le tour, de toute façon je pense que c'est déjà l'heure. Oui. Je vais vérifier. C'est peut-être ça vite fait, donc ce qu'on disait, voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui là ce soir. Okay. Donc c'est ça. Donc un serveur GraphQL qui est juste backupé finalement par une base de données. C'est un exemple simple, mais il existe déjà. Vous pouvez avoir ça, donc un peu plus complexe. Donc par exemple, un serveur GraphQL qui récolte des données à la fois dans un système legacy, vous pouvez imaginer, je sais pas, un vieux bout de RP, quelque chose comme ça, un annuaire quelconque. Bon. Les microservices, bien sûr, comme on l'a dit, et puis peut-être aussi une API tiers. Les API tiers, comment est-ce qu'on les intègre? Est-ce qu'on va appeler directement l'API avec comment dire, le client? Quel cas quand l'API bouge, c'est pareil, c'est un peu tendu. Parce que justement, l'API, on la redissimule sous un schéma GraphQL, même si c'est transparent pour l'utilisateur, le développeur front, qui du coup n'a finalement pas à se soucier de savoir si ça vient d'un client tiers ou si ça vient de l'entreprise, il s'en fout. Il sait que la donnée est disponible, c'est tout. Voilà, ça je l'ai fait. Voilà, c'est tout.
Vous avez un petit lien ici sur GitHub, vite fait au passage, où vous retrouvez justement tout un tas de librairies pour GraphQL. Donc vous avez une liste qui est vraiment très très longue. Voilà, vous allez voir qu'il y a des langages qui quand même prédominent plus que par rapport à d'autres, mais néanmoins, ça reste quand même une technologie qui est agnostique du langage. Comme c'est une spécification à la base, on l'a vu, finalement, n'importe quel langage qui implémente bien la spécification est capable de fournir des services GraphQL. Il y a des choses équivalentes, en quelque sorte, comme vous ressemblez, ou on pourrait presque penser pourquoi ça n'a pas été écrit plus tôt, ce truc-là. Il y a eu des tentatives, justement, plutôt. On disait, il y avait OData, par exemple. OData, c'était quand même cette idée-là. Sauf qu'OData, on est plus dans le cas où on est backupé par une seule base. Ça ne marchait pas, par exemple, si vous aviez du Mongo exposé du OData, ça se faisait, mais alors, voilà. Dès qu'on avait plusieurs systèmes, ça devenait l'enfer. Surtout, c'est compliqué à requêter parfois. Sur des requêtes simples, ça va, mais sur des requêtes complexes, on commence à avoir un truc compliqué. Avec des fois, plus les codes qu'il fallait mettre de mémoire, je ne sais pas quoi, on oubliait un coup sur deux, la requête elle ne marchait pas. Donc, vous voyez, en GraphQL, les requêtes sont quand même simples. C'est une espèce de truc avec des accolades, mais il n'y a pas de code, il n'y a pas de virgule entre les attributs, c'est light. Ça fonctionne un petit peu, mais c'est vachement light, c'est simple, et ça répond à un problème majeur. Que bizarrement, seul ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y avait eu aussi d'autre J'avais un truc en tête, mais je l'ai oublié en parlant. Oui, et puis il y a. Elasticsearch, c'est la même chose. Mince, j'avais un truc à vous dire. Oui, je crois que ça vient de chez Netflix. Ils ont un outil qui s'appelle Falcor. Donc c'est un peu par contre de la même génération que GraphQL. Falcor, c'est un peu le même principe. C'est pareil, ils ont un système qui permet comme ça, finalement, sur un point d'entrée, de requêter différents. Parce que Netflix, c'est le droit du microservice. C'est comme ça qu'ils ont fait une architecture extrêmement robuste. Par contre, à faire ça de manière outrancière, ils ont finalement réalisé que oui, ça leur pose aussi des problèmes quand il fallait aller chercher des trucs à droite à gauche. Donc ils ont fait Falcor, qui est une manière de rentrer sur un seul point d'entrée, justement, et puis d'aller dispatcher, d'aller récolter de l'information dans différents systèmes et de revenir sur une seule réponse. Mais bon, ils ne sont pas trop démarqués là-dessus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que on peut couper GraphQL avec des systèmes d'autorisation et d'authentification? Ah oui, alors par contre, tout le reste est valable. Autorisation, authentification, tous ces systèmes de protection via des tokens, j'en parle pas, mais tout ça c'est gardé. Il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est un endpoint qui est sécurisé comme un autre. Avant, donc, on sécurise par, je crois. En fait, je me pose la question, on peut sécuriser par champ. Enfin, je prends ça l'exemple de Facebook. Si on demande une personne avec tous ses amis, si ses amis n'ont pas le droit, ça se définit au niveau du schéma ou c'est derrière? Non, on peut le définir. Je vais vous montrer, ça c'est vite fait. Donc, souvent, c'est les fameux backends qui existent aujourd'hui sur la toile pour faire des backends GraphQL de manière accélérée. Vous avez celui-ci, GraphCool. Non, c'est ce que je suis en train de faire. Que je me connecte là, à la console. Alors bien sûr, c'est des gens qui sont énormément contributeurs de la technologie aujourd'hui, puisqu'ils ont des solutions qui sont complètement basées là-dessus. Alors voilà, ça c'est un exemple de modèle, par exemple, qui va schéma avec justement des types, par exemple un type fichier avec un content type, une date de création, etc. Donc, peu importe, je passe là. Et voilà, des systèmes de permission, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, sur un type, sur chaque champ, par exemple, on peut spécifier quels sont les droits qu'on octroie à l'utilisateur, par exemple. Voilà, donc là, tout est activé, hein, mais c'est une free one. Et justement, on peut par champ du coup, spécifier qu'est-ce qu'on peut faire et qui a le droit de le faire. Donc il y a une granularité au niveau effectivement des permissions. C'est vraiment au champ près on peut définir quels sont les droits. Et puis alors, il y a plus que ça d'ailleurs, parce qu'on parle de la granularité des champs, il y a un truc qui est aussi absolument génial, qu'on fait de l'analytique sur les API. L'analytique aujourd'hui permet de dire si telle API, REST justement en l'occurrence, a été utilisée tant de requêtes à telle heure, etc., par telle personne, etc. Là, on peut descendre au niveau du dessus, c'est qu'on peut dire sur un appel justement au serveur GraphQL quels ont été les champs les plus utilisés par cette personne ou par l'ensemble des personnes. Donc on a une statistique à un niveau inférieur puisque c'est pas juste dire cette API a été utilisée, c'est dire on a utilisé cette API et en plus on a plus particulièrement demandé tel champ plutôt que d'autres. Donc au niveau analytique, ça change beaucoup de choses aussi.
Peut-être la dernière question, sinon on n'aura pas le temps de. Ce serait dommage. Après, oui, on peut poser toutes les questions que vous voudrez juste après sur la parasite réactive. La petite dernière, si tu veux, fini. Allez. Est-ce que MySQL, avec MySQL, on peut envoyer des fichiers? Oui, dans l'exemple là. Et ici, j'ai un schéma. On peut définir un type fichier, puis on peut lier ça justement à des URL qui vont permettre de récupérer des fichiers. Oui, mais c'est un URL, mais pourquoi on envoie un fichier en dur en fait? Tu peux. Alors, attends, je regarde. Normalement. Alors. Autant pour recevoir, on utilise un URL, mais après pour envoyer, c'est déposé en fait. On envoie une image sur le jeu. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que j'ai l'autocomplétion là? Non, je n'ai pas trop d'autocomplétion. Est-ce qu'on a un exemple? On va regarder si on a un type binaire en fait. Ouais, il faut que je regarde si on l'a. C'est un truc qu'il faut que je vérifie. On regarde tout à l'heure si on peut. J'ai pas toute la liste des types en tête. Moi, je vais vous poser la question parce qu'après, si par exemple, quand on utilise le PDR sur un navigateur et qu'on a une liste de binaires, on va laisser la place, on regardera plus tard si tu veux bien. Il faut que je vérifie ça. Et le plus courant, c'est que tu auras un URL, c'est un protège sur un bloc storage. Pour le télécharger, pour le coder, pardon. Pour le coder,